Leila grandit dans un petit quartier en périphérie de Ras Ubah, dans une maison modeste à la peinture écaillée et au toit en tôle ondulée qui fuyait dès que la saison des pluies arrivait. Son père était instituteur dans une école primaire locale, fier de former de jeunes esprits, même si son salaire à peine correct couvrait à peine les dépenses. Sa mère vendait des légumes à un étal de bord de route, négociant avec les clients tout en portant un grand panier tressé sur la tête. Ensemble, ils apprirent à Leila à travailler dur, à parler honnêtement et à garder la tête haute, même lorsque d'autres la regardaient de haut. Très tôt, Leila comprit que l'argent n'était jamais acquis et que chaque pièce devait être gagnée. Elle aidait souvent sa mère à son étal, rinquant les oignons, triant les tomates pourries et appelant les prix aux passants. Dans les moments plus calmes, elle s'éclipsait, trouvant refuge dans le petit carnet qu'elle gardait dans son tablier, où elle griffonnait des poèmes sur des oiseaux posés sur les fils électriques ou sur la chaleur du rire de sa mère. Ces mots, même maladroits, représentaient pour elle un moyen d'évasion, loin de la dureté du quotidien, dans une maison exiguë au toit qui laissait passer la pluie. À 18 ans, Leila supplia ses parents de la laisser travailler en ville, espérant pouvoir économiser assez pour réparer le toit qui s'effondrait presque à chaque saison des pluies. Ils cédèrent, et elle trouva un poste de serveuse au Royal Pepper Lounge. Ce restaurant se trouvait au cœur de Ras Ubah, entouré de gratte-ciel de verre, de panneaux publicitaires lumineux et de clients élégants descendant de voitures luxueuses. Elle se sentit d'abord dépaysée avec son uniforme usé et ses chaussures râpées, mais elle travailla sans relâche, apprenant à porter des plateaux, à essuyer des tables et à servir des boissons sans renverser la moindre goutte. Entre deux tâches, elle notait parfois un vers ou deux dans le petit carnet qu'elle gardait dans la poche de son uniforme. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait une table en marbre, elle vit entrer un groupe d'hommes en costume. L'homme au centre attira tout de suite son attention. Brian Mensah, dont le visage lui était familier grâce aux journaux qui parlaient souvent des plus riches personnalités de Ras Ubah. On disait de lui qu'il était l'un des plus gros actionnaires d'une entreprise de finances florissante, réputée pour ses investissements gigantesques et son ego à la hauteur de sa fortune. Jamais Leila ne l'avait vu en chair et en os. Elle ne connaissait ce nom qu'à travers de brèves informations passées à la télévision de son père. Ce jour-là, Brian rayonnait d'une confiance froide, vêtu d'un costume hors de prix qui tranchait avec l'uniforme simple de Leila. Lui et ses collègues prirent place, commandant plat sur plat. À la fin du repas, Brian se leva pour signer l'addition avec un stylo-plume orné, mais celui-ci lui échappa et roula jusqu'aux pieds de Leila. Elle se baissa pour le ramasser et le lui rendit, sans cérémonie. Pourtant, au lieu d'un bref remerciement, il s'arrêta pour la dévisager, lui adressa quelques mots à voix basse qui la firent rougir. Les autres serveurs, intrigués, observaient la scène, se demandant pourquoi Brian semblait subitement captivé. Il laissa un pourboire généreux et resta un instant près de la porte, se retournant une seule fois avant de disparaître dans une voiture qui l'attendait. La semaine suivante, Brian revint presque chaque jour au Royal Pepper Lounge, accompagné parfois de personnes différentes. Il faisait un signe à Leila, sollicitant ses conseils sur le menu, la félicitant pour son professionnalisme et la poussant à raconter des bribes de sa vie. Elle restait prudente et succincte dans ses réponses. Pourtant, à mesure que les jours passaient, elle se surprenait à attendre sa venue avec impatience, bien qu'un léger malaise lui nouât l'estomac à chaque fois que leurs regards se croisaient. Elle avait grandi en se méfiant des hommes fortunés qui traitent les femmes modestes comme de simples distractions. Mais il avait l'air sincère, presque curieux de sa simplicité. Les questions de Brian se firent plus précises. Où elle vivait, qui étaient ses parents, si elle avait des frères et sœurs. Grâce à quelques collègues, Leila découvrit que Brian Mensah était connu pour son goût du luxe,
organisant des soirées somptueuses et couvrant de cadeaux celles qui suscitaient son intérêt. On murmurait qu'aucune femme ne parvenait à rester longtemps dans sa vie. Elle, de son côté, ne parlait presque pas de lui à sa famille, incertaine qu'il s'agisse d'une simple lubie ou d'un réel intérêt pour elle. Un soir, il resta jusqu'à la fermeture et lui proposa de la raccompagner. C'était la première fois qu'elle montait dans une voiture de luxe au siège en cuir moelleux. Lorsqu'ils arrivèrent dans son quartier, elle sentit un pincement au cœur en voyant les routes non goudronnées, les lampadaires vacillants, l'odeur d'huile de friture provenant des stands de brochettes. Brian glissa qu'elle méritait mieux. Il suggéra même que ses parents envisagent de déménager en ville, où la vie était plus civilisée. La remarque la fit tiquer, mais son sourire la désarma. Avant de partir, il lui remit un sac brillant contenant une chaîne discrète avec un petit pendentif. C'était le premier cadeau luxueux qu'elle recevait de toute sa vie. Elle resta sous le réverbère défaillant, partagée entre l'excitation et la réserve. Sa mère et son père observaient tout cela avec une prudente bienveillance. Son père, peu à l'aise avec le déséquilibre évident, se méfiait d'un homme puissant courtisant une jeune femme encore en quête de stabilité. Sa mère, lassée de se battre pour joindre les deux bouts, y voyait une lueur d'espoir, se disant que Brian pourrait sortir leur famille de la misère. Leila oscillait entre les avertissements de son père et l'enthousiasme provoqué par l'attention de Brian. Il promit d'aider à réparer le toit, d'acheter à ses parents un mobilier plus solide et, un jour, de lui offrir une vie où elle n'aurait plus jamais à se tuer à la tâche. En 3 mois à peine, ces promesses se concrétisèrent en mariage. La cérémonie se déroula dans la salle de bal fastueuse d'un hôtel prestigieux, sous des lustres de cristal, avec un orchestre et un banquet gargantuesque. Les parents de Leila, dans leurs habits modestes, n'en revenaient pas de se trouver au milieu de politiciens et de directeurs de société. Brian fit en sorte que la fête soit au centre de toutes les conversations. La mère de Leila pleurait de joie, assurant aux cousins et voisins qu'ils n'auraient plus jamais à souffrir d'un toit qui prend l'eau ou d'un étal de légumes au bord de la route. Pendant un temps, Leila crut à une existence de contes de fées. Mais les contes, parfois, virent au cauchemar. Dès les premières semaines, elle perçut des éclairs de violence chez Brian. Tout commença par de légers indices. Il s'agaçait quand elle saluait trop chaleureusement les vigiles ou lorsqu'elle posait des questions sur ses affaires. Puis cela s'aggrava. Sa mère vint un jour leur rendre visite, vêtue du même pagne qu'elle portait à son étal. Elles s'installèrent dans le vaste salon, regardant un feuilleton sur l'écran géant. Quand Brian rentra d'une réunion, il les fixa d'un air méprisant. Il leur reprocha de salir l'atmosphère luxueuse de son appartement. Il expliqua à la mère de Leila qu'on ne s'affichait pas ainsi dans ses fauteuils en cuir importé, comme si l'on arrivait tout droit de la rue. Leila voulut apaiser les choses, mais il l'interrompit sèchement, déclarant qu'il en avait assez de feindre l'égalité entre leurs deux mondes. Le lendemain, la mère de Leila partit discrètement, blessée d'avoir été traitée comme une intruse par l'homme qui lui avait pourtant offert cadeaux et sourires quelques mois plus tôt. Le père de Leila envisagea de réclamer des comptes à Brian, mais elle le supplia de ne pas le faire, craignant de déclencher une colère encore plus violente. Elle répéta que Brian traversait une période de stress et qu'il leur fallait du temps pour s'adapter. Son père se tut, mais elle voyait son inquiétude. Derrière ses lunettes d'instituteur se lisait la déception de voir sa fille prisonnière d'un tel mariage. La violence devint un rituel. Chaque matin, avant de partir en costume, Brian la rappelait à l'ordre. Elle n'était qu'une pauvre fille à qui il offrait une vie de luxe. Il se moquait du fait que son père, instituteur au maigre salaire, n'était même pas capable de payer un toit correct. Quand la mère de Leila eut besoin d'une bâche pour son étal, Brian l'acheta mais passa des semaines à rabrouer Leila, lui martelant que sa famille était pitoyable.
Il trouva aussi le carnet de poésie qu'elle avait conservé depuis l'époque du Royal Paper Lounge. Feuilletant les pages, il se moqua de ses vers sur l'espoir et la persévérance, se demandant qui pourrait lire les élucubrations d'une femme qui récurait le sol. Leila sombra dans un abattement silencieux, mais afficha un sourire poli quand des connaissances se présentaient. Elle rencontra pourtant une ancienne amie, Amma, qui lui raconta les péripéties de son propre couple. Elle aussi avait financé les études et la réussite d'un homme pour finalement se faire trahir et tromper. Amma mit Leila en garde. Tout donner à un homme sûr de sa supériorité conduirait sans doute au désastre. Leila admit qu'elle se sentait prise au piège. Elle essayait si fort de maintenir l'illusion d'un avenir meilleur que la cruauté de Brian semblait n'être qu'un désagrément passager. Un soir, il rentra ivre et s'en prit à elle parce qu'elle avait osé lui demander s'il allait bien. Elle courut s'enfermer dans la chambre d'Ami, tournant le verrou tandis qu'il tambourinait contre la porte, jurant qu'elle n'était qu'une ingrate. Les insultes fusèrent, visant ses parents, l'accusant de ternir l'image d'un homme de son rang. Elle resta prostrée, le carnet serré contre son cœur, repensant aux paroles de son père. L'argent peut te nourrir, mais il ne te respecte pas s'il n'est pas acquis avec humanité. Quand la saison des pluies reprit, le toit de son père fuit encore davantage. Brian paya les réparations, puis, lors d'un dîner mondain, il se vanta d'avoir sauvé une famille pathétique de l'inondation. Il poursuivit en racontant comment il avait ramassé Leila dans un restaurant graisseux. Les rires forcés des invités résonnèrent entre les murs dorés, tandis qu'elle souriait, pétrifiée. La rupture survint le soir où il déchira son carnet de poésie. Elle venait d'écrire un poème émouvant sur le courage de sa mère, et elle l'avait posé sur le bord d'une table. De retour, elle trouva Brian en train de le feuilleter, ricanant devant ses mots. Il arracha plusieurs pages sous ses yeux, clamant que ses prétentions littéraires étaient ridicules. Elle récupéra quelques feuillets, les larmes brouillant l'encre. Il exigea qu'elle se souvienne qu'elle n'était qu'une serveuse. Quelque chose se brisa en elle. Elle savait, grâce à Amma, que poursuivre un homme infidèle et hautain pouvait la détruire. Depuis plusieurs mois, elle avait découvert des messages suspects dans le téléphone de Brian, et chaque confrontation se terminait en menace. Il assurait qu'il n'avait de compte à rendre à personne, surtout pas à une femme qu'il jugeait de condition inférieure. Pourtant, elle n'arrivait pas à se résoudre à partir. Il contrôlait les finances, et elle n'osait pas affronter le regard de ses parents, qui la croyaient installée dans un palais. Ce soir-là, après qu'il eut déchiré son carnet, il s'apprêta à la frapper quand elle osa riposter verbalement. Elle se réfugia à nouveau dans la salle de bain, entendant ses cris résonner contre la porte. Il la traita d'ingrate, jurant qu'il traînerait toute sa famille en justice si elle se risquait à le quitter. Les hurlements furent si violents que leur voisin, Noah, arriva avec un vigile pour s'interposer. Noah était un employé récemment promu dans la société de finance partiellement contrôlée par Brian. Il avait la réputation de saluer tout le monde, du simple livreur au directeur, avec le même respect. En entendant la dispute, il avait accouru. Il trouva Brian, fou de rage, prêt à enfoncer la porte. Noah ordonna à Brian de se calmer. Celui-ci lui jeta un vase, que Noah évita de justesse. Le vigile appela des renforts, et ils parvinrent à maîtriser Brian. Leila, terrorisée, sortit de la salle de bain. Noah lui proposa de l'emmener dans son appartement un peu plus loin dans le couloir, un endroit plus modeste mais calme. Là, elle s'effondra en larmes. Noah l'enveloppa d'une couverture et l'écouta raconter son calvaire. Elle avoua avoir honte de retourner chez ses parents, qui pensaient qu'elle vivait comme une princesse. Il lui parla de son avocate amie, habituée à défendre des victimes de violences conjugales. Leila hésita,
craignant l'influence de Brian au tribunal, mais Noah insista. Elle finit par lui confier des photos montrant des traces de coups et des enregistrements d'appels à la police. Elle avança alors, pas à pas, vers une liberté timide. Elle demanda conseil à Amma, qui lui répéta qu'il valait mieux recommencer à zéro que de rester prisonnière d'un homme qui vous méprise. Amma savait de quoi elle parlait. Elle avait gaspillé des années à poursuivre un conjoint volage. Leila comprit que même si c'était humiliant d'avouer l'échec, c'était pire de supporter cette violence. Elle entama les procédures légales. Noah et l'avocate l'aidèrent à rassembler les preuves d'abus, à faire valoir ses droits. Brian USA de menaces, allant jusqu'à débarquer chez ses parents pour les insulter devant les voisins. Le père de Leila garda son calme, répondant que la vraie valeur d'un homme se mesurait à sa conduite, et non à la taille de son compte en banque. Furieux, Brian repartit en claquant la porte. Malgré ces manœuvres, les tribunaux prirent l'affaire au sérieux. L'existence de photos, de témoignages et de rapports de police joua en faveur de Leila, qui obtint le droit de récupérer ses biens. Elle quitta le penthouse, laissant derrière elle les robes de luxe et les escarpins qu'il lui avait offerts, emportant seulement ses affaires personnelles et son carnet. Brian riposta en paradant avec différentes femmes dans les soirées mondaines, postant même des photos sur les réseaux sociaux pour la narguer. Il voulait la piquer au vif, l'obliger à revenir à lui. Mais elle ne réagit pas, déterminée à reconstruire sa vie. Avec un petit dédommagement obtenu lors du règlement et le soutien financier de Noah, elle décida de créer un café. Grâce à son expérience au Royal Pepper Lounge, elle connaissait le fonctionnement d'un restaurant, de la gestion des stocks à l'organisation du personnel. Ses parents voulurent lui donner toutes leurs économies, mais elle refusa. Ils devaient utiliser cet argent pour eux-mêmes, afin d'améliorer leurs conditions de vie. Noah la présenta à un associé intéressé par les projets sociaux. Ensemble, ils ouvrirent un café modeste, décoré de fresques colorées et de meubles d'occasion, avec un petit espace de lecture pour encourager les clients à lire ou à écrire. Elle l'appela Lyrical Corner. Sur les murs, elle accrocha des extraits de ses poèmes, témoignages de son parcours. Peu à peu, le café séduisit un public varié. Étudiants, artistes et même employés de bureau à la recherche d'un endroit chaleureux. On parlait d'un lieu qui servait une cuisine simple, offrait une scène ouverte pour la poésie et traitait ses serveurs avec bienveillance. Leila forma son équipe avec sérieux, leur accordant des salaires honnêtes, des pauses régulières et la possibilité de lire dans l'espace dédié quand ils n'étaient pas occupés. Si on lui demandait pourquoi elle se souciait autant d'un simple café, elle souriait et se souvenait des soirs où elle portait des plateaux en rêvant d'une meilleure vie. Au fil des mois, la séparation devint officielle. Brian tenta de retarder la procédure, mais ses affaires se retrouvèrent dans une zone d'ombre. Certaines pratiques douteuses furent révélées, ternissant son image. Des actionnaires lui retirèrent leur soutien et il fut évincé de certaines fonctions de direction. Les rumeurs disaient que, derrière ses fastes, il n'avait jamais bâti que du vent. Leila se concentra sur son café, sans se réjouir ouvertement des déboires de Brian. Elle installa un petit pot à pourboire, marqué « Soutien à l'éducation », et utilisa l'argent récolté pour acheter des livres destinés aux enfants défavorisés. Parfois, elle repensait à la façon dont Brian ridiculisait le métier d'enseignant de son père et l'étal de légumes de sa mère. Ces souvenirs ne l'effrayaient plus. Ils la poussaient à être meilleure et à respecter tous les métiers honnêtes. Un jour, Brian réapparut au café, tard dans l'après-midi, alors qu'elle balayait le sol après la fermeture. Il avait l'air défait, moins sûr de lui. Lorsqu'elle ouvrit la porte, il contempla l'intérieur coloré du Lyrical Corner, avec ses ardoises pour les menus et ses étagères remplies de livres. Il s'excusa maladroitement,
parlant de ses regrets et de ses erreurs, lui demandant même si elle pouvait l'aider à remonter la pente. Elle l'écouta sans l'interrompre, se souvenant des humiliations subies, des pages déchirées et de la peur qui l'avait hantée. Elle lui pardonna pour se libérer elle-même, mais refusa de se lier à lui à nouveau. Il repartit, laissant Leila devant le comptoir vide. Elle ferma le café, pensive, sous les lumières tamisées de la salle. Dans un coin, elle gardait 2 photos. L'une de son père, posant avec ses cahiers, et l'autre de sa mère derrière son étal de légumes. Elle relut quelques poèmes où elle évoquait la force de ses parents malgré la pauvreté. À présent, elle savait que le vrai trésor résidait dans la dignité et non dans l'opulence. Sa vie reprit un rythme apaisé. Une fois par semaine, elle organisait des soirées poésie, lisant parfois ses textes sur la souffrance et la Renaissance. Des étudiants venaient, se confiaient à elle, partageant leurs difficultés. Elle les écoutait avec empathie, leur rappelant qu'ils pouvaient briser leurs chaînes. Noah, lui, passa de confident à compagnon. Il l'admirait pour sa résilience, et elle découvrit chez lui la sincérité qui avait tant manqué à Brian. Un soir, après une lecture poétique, il l'aida à ranger, puis avoua ses sentiments. Finalement, il la demanda en mariage avec une bague simple, sans promesse de fortune, mais avec l'engagement de la respecter, elle et ses parents. Elle accepta, cette fois sans crainte. Ils célébrèrent leurs noces dans une discrétion chaleureuse, entourés d'amis et de proches. 6 parents virent leur fille avancer d'un pas ferme vers un bonheur authentique. Amma, témoin de tant d'histoires tristes, sourit enfin, rassurée que Leila n'ait pas tout sacrifié par orgueil ou par peur du qu'en dira-t-on. Après ce mariage, Leila continua de gérer le café, élargissant la carte avec quelques recettes inspirées de l'étal de sa mère. Elle lança aussi un petit fonds de bourse pour les élèves les plus démunis. Elle encadra certains de ses poèmes et les accrocha au-dessus des tables. Nombreux étaient les clients qui s'arrêtaient pour lire ces mots, parlant d'espoir qui renaît après la tempête. Elle tendait la main à quiconque avait besoin d'un emploi ou d'une écoute bienveillante, se rappelant sans cesse la jeune serveuse qu'elle avait été. Dans les rues de Ras Subha, d'autres milliardaires prirent la place de Brian, et de nouveaux scandales vinrent alimenter les rumeurs. Leila ne s'y intéressa plus. Chaque matin, elle ouvrait le café, reconnaissante pour la liberté reconquise. Chaque soir, elle baissait le rideau, satisfaite d'avoir façonné un lieu où personne n'était rabaissé, quelle que soit son histoire. 6 parents décidèrent de rester dans leur maison en périphérie. Son père continuait d'enseigner, marchant chaque jour vers l'école avec ses livres et sa craie. Et sa mère vendait toujours des légumes, fière de l'étal qui avait nourri la famille pendant tant d'années. Ils auraient pu emménager dans un logement plus confortable, mais ils n'y voyaient pas d'intérêt. Quand les pluies tombaient désormais, le toit réparé résistait. Leila songeait souvent que, dans une autre vie, elle serait peut-être restée à supporter les humiliations quotidiennes de Brian, persuadée qu'elle devait tout lui devoir. Mais elle avait fini par comprendre la différence entre la gratitude et la soumission. Amma lui avait montré le danger de sacrifier son bien-être pour un homme qui n'en valait pas la peine. Au lieu de chercher la vengeance, Leila s'était reconstruite. Tard le soir, après avoir rangé les chaises et éteint la plupart des lumières, elle s'installait parfois près de la fenêtre, son vieux stylo à la main, griffonnant de nouveaux poèmes. Elle y parlait d'envol et de liberté, de la modestie qui n'est pas une honte, du respect pour chaque métier honnête et des cœurs qui refusent de céder à la dureté du monde. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-nous un commentaire pour nous encourager. Nous avons remarqué que 96% de ceux qui regardent nos histoires régulièrement ne sont pas encore abonnés à la chaîne. On vous demande donc de penser à vous abonner, car cela nous encourage à créer encore plus d'histoires captivantes pour vous.
Merci pour votre soutien et à très bientôt dans une nouvelle histoire.